Frédéric Lefebvre, bonjour. Bonjour. Nous parlons de l'actualité, les propos de Laurent Wauquiez sur le RSA, les sondages en la matière, la photo de Dominique Strauss-Kahn devant la porte d'un de ses conseillers, photo qui a fait des remous. Nous parlerons du voyage au Proche-Orient d'Alain Juppé et puis nous parlerons de votre livre, Le mieux et l'ami du bien, qui paraît aux éditions Cherche Midi. C'est un gros livre de 520 pages où vous abordez beaucoup des problèmes qui agitent la société française. Vous parlez de tous les sujets avec l'envie de faire partager l'expérience qui est la vôtre. D'abord, est-ce que vous vous sentez mieux comme ministre que comme porte-parole de l'UMP ? Vous savez, j'étais porte-parole de ma famille politique, ce qui est un immense honneur. Moi, cette famille politique, c'est la mienne depuis très longtemps. Ça fait 30 ans que je fais de la politique. Et en même temps, ma mission, c'était de riposter souvent à beaucoup d'attaques qui étaient d'une brutalité sans nom contre le président de la République. Et les Français m'ont beaucoup identifié comme le mousquetaire du président. Mais ça a sans doute aussi contribué à me caricaturer et puis à faire passer au second plan les idées qui sont les miennes, les idées que je porte, les solutions que je porte pour régler les problèmes de vie quotidienne de nos compatriotes. Parce que 30 ans de vie politique, j'ai été 18 ans maire adjoint, je m'occupais notamment des jeunes, j'ai été 2 ans, un peu plus de 2 ans parlementaire, j'ai beaucoup agi, j'ai fait passer beaucoup d'amendements, beaucoup à l'unanimité d'ailleurs, votés y compris par mes collègues de gauche ou les Verts. Et puis, ça fait 7 ans que je suis conseiller régional. Donc, les problèmes des Français sur les questions de logement, de santé, de travail, sur l'écologie, sur les questions de société aussi. J'ai des idées que j'avais envie de faire partager à beaucoup de nos compatriotes. Nadège ? Mais alors justement, le mousquetaire, comme vous dites, que vous étiez le mousquetaire du président que vous étiez, avait une liberté de parole qu'il n'a plus aujourd'hui. Alors, est-ce que vous regrettez le temps de l'UMP ? Non, vous savez, d'abord, moi, je suis pas un homme qui regarde dans le rétroviseur. Moi, je regarde devant moi. Et là, je suis concentré sur la mission qui est la mienne aujourd'hui. C'est un immense honneur pour moi. Parce que le président de la République, comme le Premier ministre, m'ont fait confiance. Parce que j'ai aujourd'hui la responsabilité du poumon de la France. Toutes ces PME, ces artisans, ces commerçants, ces professions libérales. C'est du lien social. Et puis dans un pays où souvent on demande aux hommes et aux femmes politiques de s'occuper uniquement de ceux qui vont mal, de ceux qui sont en difficulté. Ce qui est passionnant, c'est d'être aussi, comme je le suis, chaque jour, aux côtés de la France qui se bat, de la France qui résiste à la crise. Celle qui tire le pays vers le haut, qui crée de l'emploi, qui fait de la croissance. C'est grâce notamment à toutes ces entreprises qu'on a la chance d'avoir un très beau chiffre de croissance pour le premier trimestre. Alors, on va en parler. Plus 1%. Mais vous savez, c'est pas le gouvernement. Bien sûr que la politique gouvernementale est essentielle. Mais moi, je veux pas oublier que ce sont les acteurs économiques. Ceux qui se battent. On est à leur côté, mais ce sont eux qui se battent. Alors, on va en parler, mais on peut dire quand même que vous êtes un ministre rangé. Vous étiez un porte-parole très actif, très offensif. Disons que vous êtes beaucoup plus... vous êtes un ministre rangé. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez dire par rangé. Moi, je suis au contraire un ministre qui est sur le terrain tous les jours, aux côtés des acteurs économiques. J'engage beaucoup d'actions, avec beaucoup de détermination. Ce que j'ai engagé, par exemple, sur la simplification. Pour les acteurs économiques, c'est très important. J'ai voulu changer la méthode. J'ai mis main dans la main le gouvernement, je le représente, avec le Parlement, Jean-Luc Warsmann, le président de la Commission des lois, qui est le président de la République, a donné une mission sur la simplification. Puis Jean-Michel Aulas, que tout le monde connaît, mais qui, dans le monde de l'entreprise, est le porte-drapeau de la simplification. Eh bien, tous les trois, on a été au contact des acteurs économiques. On a fait 22 assises régionales, des assises nationales. J'ai nommé des correspondants PME dans chaque département, qui sont un visage de l'administration. L'administration si anonyme pour les acteurs économiques. Et puis, je leur ai demandé, à ces correspondants PME, volontaires, de jeunes fonctionnaires souvent, de faire des stages d'immersion en entreprise. Parce que c'est pas faire injure à l'administration de dire qu'ils ne connaissent pas l'entreprise de l'intérieur. Et aujourd'hui, on a remonté beaucoup
de propositions. Et avec le Premier ministre, il a tranché à la suite de toutes ces réunions interministérielles qu'on a conduites. Et on a 80 décisions qui vont de la division par 2 en nombre de lignes, je rassure les auditeurs, de la feuille de paye, sera applicable au 1er janvier 2012. C'était demandé par tout le monde. Monsieur le ministre, je pourrais multiplier les exemples. Je crois on a très bien compris tout ce que vous venez de nous dire. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui touche à l'actualité brûlante, on peut dire. Il y a 4 jours, à la télévision, le Premier ministre a dit que l'affaire du RSA pouvait diviser la majorité entre ceux qui disent qu'il ne faut pas y toucher. Je pense notamment à votre collègue, Roselyne Bachelot. Et puis d'autres qui pensent qu'au contraire, il faut moins d'assistanat dans notre pays. Alors vous, monsieur le ministre, vous placez de quel côté ? Alors d'abord, cette réforme du RSA, à l'époque où j'étais porte-parole, vous parliez de cette époque, j'étais aux côtés de Martin Hirsch, de toutes mes forces, parce que je pense que cette réforme, elle est essentielle, parce que son objectif, il est de ramener des gens qui sont dans l'exclusion et qui souffrent donc, de les ramener vers le travail. Or, le travail libère. Et donc, évidemment que le RSA est une réforme essentielle qui doit être soutenue. Est-ce que pour autant, le RSA est parfait tel qu'il est aujourd'hui ? J'écoutais Martin Hirsch il y a quelques jours qui lui-même disait « Je suis prêt à ce qu'on l'améliore ». Roselyne Bachelot, elle-même a confié une mission avec le président de la République, je crois, à Marc-Philippe Daubresse sur cette question pour voir comment on peut améliorer Mais par le rapport RSA. à ce que dit M. Wauquiez, est-ce que vous êtes choqué ? Parce que lui parle d'assistanat. Et d'ailleurs, ça rejoint exactement ce que pensent la plupart des Français, puisque vous avez vu le dernier sondage qui est paru ce matin, où on voit que, je crois que c'est 65% des Français approuvent tout à fait les déclarations de M. Wauquiez à propos du RSA et de l'assistanat. Ils trouvent qu'il y a trop d'assistanat et justement que le travail n'est pas assez récompensé. Alors, 65% de l'ensemble des personnes interrogées, 83% de sympathisants de l'UMP et 55% de ceux du PS. Mais vous savez, je crois que l'idée que nous défendons, que nous défendions en 2007, qui a motivé justement le RSA, c'est celle de sortir les gens de l'exclusion. Le RMI, c'était l'assistanat pur et simple. Alors que l'objectif du RSA, il est de ramener les gens vers l'activité. Est-ce que il faut mettre à plat les choses, regarder, améliorer ? Encore une fois, Roselyne Bachelot le dit elle-même. Et pour ce qui est du débat qu'a lancé Laurent Wauquiez, le débat, en soi, il est légitime. Simplement, il doit avoir lieu, c'est ce qui a été rappelé par tout le monde, à l'intérieur de notre famille politique. C'est le 8 juin que cette question pourrait être abordée dans le détail. Non, c'est plutôt sur les propos ont été quand même désavoués par le Premier ministre. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un cafouillage dans la majorité à ce propos ? D'abord, je crois qu'il faut faire la différence entre la forme et le fond. Je pense que le débat sur cette question, il est évidemment légitime. Et la meilleure preuve, c'est que je vous le disais, j'ai entendu Martin Hirsch, Roselyne Bachelot, tout le monde se pose la question comment améliorer le dispositif, le rendre plus efficace, permettre aux uns et aux autres d'aller vers le travail. Mais, et c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque cette réforme est un succès, elle a des résultats. Et donc qu'on se pose la question dans une famille politique, à l'occasion d'une convention, en mettant tous les éléments sur la table, comment peut-on améliorer le dispositif ? Je pense qu'il n'y a rien de choquant. Ce qui a fait débat, c'est plutôt une question de forme. C'est que un ministre du gouvernement parle d'un sujet qui n'est pas de sa responsabilité. Mais je crois que tout ça, vous savez, c'est derrière nous aujourd'hui. C'était pas en tant que ministre qui s'exprimait, je crois, mais c'est en tant que chef de file, c'est ça, de la droite sociale. Bien sûr, mais qu'il appelle son club. Bien sûr, mais vous savez parfaitement qu'ensuite, toute la presse qui en a parlé a expliqué que c'était Laurent Wauquiez le ministre. Et je pense que c'est la difficulté d'ailleurs. Laurent Wauquiez lui-même a dit qu'il ne souhaitait plus s'exprimer sur le sujet d'ici à la convention du 8 juin. Parce qu'il est parfaitement conscient que sur la forme, ça a pu créer quelques difficultés. Et donc, encore une fois, cette question aujourd'hui et cette difficulté, je crois que le Premier ministre l'a dit d'ailleurs, tout ça c'est clos, c'est derrière nous. Ce qui compte, c'est que le débat ait vraiment lieu sur un sujet où moi je veux le dire, il faut
parler avec beaucoup de prudence. Il ne s'agit pas de diviser les Français. On parle d'une question qui est une question essentielle. Un certain nombre de nos compatriotes vivent dans la difficulté. Et l'objectif, il est de les sortir de la difficulté. Il est de les sortir de l'exclusion. Mais comment expliquer que autant de Français pensent qu'il y a trop d'assistanat chez nous? Comment l'expliquer? Mais comme je viens de vous le dire, c'est que chacun est bien conscient que l'objectif d'une vie, ça doit être de travailler. Et que donc les dispositifs, c'est tout l'objectif de la réforme du RSA. Et c'est d'ailleurs une réforme qui fonctionne. Même si on peut parfaitement imaginer qu'il y a des modifications à apporter. Tout l'objectif, c'est de ramener les gens vers le travail. C'est ça que veulent les Français, mais c'est ça que veulent aussi, évidemment, ceux qui sont au RSA. Alors là, ça nous amène à parler davantage du pouvoir d'achat. Il y a quelques semaines, Monsieur le Ministre, vous avez proposé la vente dans le commerce de paniers des essentiels avec des produits de qualité à des prix abordables. Alors d'abord, je voudrais savoir où on en est de cette opération. Et ensuite, est-ce que vous avez l'intention de faire d'autres propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? Alors, cette question du panier des essentiels, ça n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat. C'est une démarche de long terme. C'est une démarche de qualité. Les consommateurs, aujourd'hui, ils veulent la qualité. Et ce qui est important, c'est que, avec ce panier des essentiels, j'ai voulu, avec tous les acteurs de la grande distribution, offrir aux Français la possibilité d'être orientés vers des produits équilibrés. En jouant, par exemple, pour les fruits et légumes, la saisonnalité des produits. En jouant pour la viande, l'origine du produit. Et donc, on a un panier avec 6 catégories de produits. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, du fromage ou des produits laitiers et une boisson. Il faut au minimum 10 produits dans ces 6 catégories. Mais ça peut être plus. Et il est vendu combien le panier? Ça dépend. Ça dépend des grandes surfaces. Il est renouvelé chaque semaine. Les grandes surfaces ont des politiques très différentes suivant leur politique commerciale. Certains cherchent à faire le menu du jour pour un certain nombre de personnes pendant plusieurs jours. D'autres, au contraire, veulent faire un dispositif qui permet à 4 personnes de manger la semaine entière. D'autres orientent sur essentiellement des produits bio. D'autres veulent faire uniquement des produits locaux. Suivant les magasins qui s'engagent, la stratégie est différente. Il ne s'agit pas pour moi, évidemment, d'imposer au niveau national l'État tout d'un coup qui dirait tout le monde doit manger la même chose au même moment, la même semaine. Donc ce qui est très important, c'est que ça vit au gré des régions. D'ailleurs, je me déplace 3 fois par semaine. Je vais souvent dans une de ces grandes surfaces pour voir le déploiement du dispositif. Il est aujourd'hui déployé à 100% dans les hypermarchés, sauf les indépendants. Leclerc, je crois que c'est à 50% à peu près. Il commence dans les supermarchés. Et puis surtout, ça fait plusieurs semaines que je travaille avec les commerçants de détail et avec les commerçants de marché, parce qu'eux aussi veulent participer à cette initiative. C'est-à-dire pouvoir conseiller les consommateurs, pouvoir orienter les consommateurs sur des produits de qualité. Vous voyez, je parlais par exemple avec mon boucher, qui me disait, aujourd'hui, les gens ont perdu l'habitude d'acheter un certain nombre de pièces de viande. Ils ne mangent que les pièces nobles. Et ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter les pièces nobles, du coup, ne viennent plus dans nos boucheries. Le paleron, par exemple, ça n'est pas cher. Pour le poissonnier, le maquereau, c'est à prix abordable. Et donc, il faut travailler avec tous ces professionnels des centres-villes, des marchés, pour qu'eux aussi participent à cette initiative. Aujourd'hui, je signerai dans 15 jours un accord avec les commerçants de détail, les commerçants des marchés. Et les commerçants de détail, j'avais autour de la table la Fédération de la boucherie, la Fédération de la poissonnerie, la Fédération des fruits et légumes. Alors Frédéric Lefebvre, il y a eu cette semaine des remous autour d'une photographie de Dominique Strauss-Kahn, candidat supposé ou potentiel aux primaires du Parti socialiste pour les présidentielles, à côté d'une grande surface d'ailleurs, et devant la Porsche d'un de ses conseillers. C'est une photographie qui vous choque ? Je vais vous dire la vérité, c'est que ça ne m'intéresse pas beaucoup.
tout ça. J'ai vu que ça intéressait beaucoup au Parti socialiste, puisque ça fait débat visiblement, mais moi ça ne m'intéresse pas beaucoup. Moi ce qui m'intéresse, c'est que au gouvernement on agisse. Quand on fait de la politique, qu'on soit dans l'opposition, qu'on soit dans une formation politique de la majorité, ce qui compte, c'est d'essayer de travailler sur les idées, comme je l'ai fait dans le livre, Le mieux est l'ami du bien. Apporter au débat, essayer d'apporter des solutions à la vie quotidienne des Français. C'est ça qui compte. Tout le reste, vous savez, les images, les attaques, les critiques, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt et il faut tirer la conséquence de l'attitude des Français aux dernières élections, que ce soit les cantonales ou les régionales. On me dit souvent, vous avez changé. Non, j'ai appris. Quand j'étais sur le plateau de France 3, le soir du deuxième tour des élections régionales, j'ai réagi en disant il s'est passé quelque chose. On ne peut pas faire de la politique toujours de la même façon quand plus de la moitié des Français ne vont pas voter. Mais là, on ne peut pas s'empêcher de penser que vous avez vraiment changé. Hein. Mais je raconte dans le livre qu'à un moment, je me suis souvenu d'ailleurs de ces souvenirs quand j'étais dans la cour de récréation, de mon instituteur, qui venait quand on se bagarrait et qui disait « Je ne veux pas savoir qui a commencé, vous serez punis tous les deux ». Or moi, j'ai cru, peut-être un peu naïvement, que parce que je n'attaquais pas, mais que je ripostais à des attaques, les Français feraient la différence. La réalité, c'est que les Français, ils veulent qu'on soit concentrés sur leurs problèmes, sur les solutions qu'on apporte à leurs problèmes. C'est ça qui les intéresse. Pour parler des Français, alors on dit actuellement, là, on dit que le Parti socialiste devrait délaisser la classe ouvrière pour se concentrer sur la classe moyenne. En tout cas, c'est ce que dit le think tank proche de Dominique Strauss-Kahn, Terra Nova. Mais on peut dire exactement la même chose de l'UMP. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à l'UMP aussi bien qu'au PS, vous abandonnez les couches populaires au Front National ? Alors, ce que vous dites, c'est très important parce que j'ai vu avec beaucoup de stupeur cette note qui commence à essayer de saucissonner les Français dans des catégories. Il y a ceux dont il faudrait s'occuper parce que électoralement c'est porteur, d'autres dont il ne faudrait pas s'occuper. Vous savez que ces raisonnements, qu'ils soient de gauche ou de droite, sont complètement à côté de la plaque. Moi, ce que j'ai essayé de dire d'ailleurs dans mon livre, c'est que le devoir des hommes et des femmes politiques, il est de s'occuper de tous les Français. Les pauvres, mais les riches aussi. Les malades, mais les bien portants aussi. Parce que si on ne sait pas être aux côtés de la France qui réussit, de celle qui tire vers le haut, qui crée de la croissance, qui crée des emplois, comment on offre un avenir au pays ? Et il faut dans le même temps être aux côtés de ces Français qui parfois sont exclus. On parlait du RSA tout à l'heure. Mais il faut être aux côtés de ces Français qui ont le sentiment de travailler durement. Quand je vois... vous parlez de cette note, c'est très important. Ça montre, je comprends mieux, quand je vois cette note, pourquoi le Parti socialiste a proposé, j'avoue que j'ai réagi avec beaucoup de stupeur quand on m'a interrogé, y compris dans l'hémicycle, sur ces questions. Pourquoi le Parti socialiste a décidé d'annoncer que s'il était au pouvoir, il renoncerait aux heures supplémentaires. Parce que les heures supplémentaires, c'est 5 millions d'ouvriers, d'employés, modestes. Mais c'est bien tout ce que vous dites, monsieur le ministre, mais n'empêche que c'est vous aujourd'hui qui donnez l'impression d'être plutôt du côté des riches. Si on en croit les Français, de sondage après sondage, le président de la République est perçu comme le président des riches. Les Français ont l'impression que l'impôt est injuste. Alors tout ce que vous dites sur le papier, en théorie, c'est très bien, mais dans les faits... Mais dans les faits, je suis en train de vous dire, quand je vous dis que je ne comprends pas que les socialistes veulent supprimer les heures supplémentaires, que nous avons instituées, c'est 150 € par mois supplémentaires pour un ouvrier, pour un employé modeste. Ils sont 5 millions à en profiter aujourd'hui. Ça veut dire l'équivalent d'un 13e mois pour eux. Comment on peut être socialiste et annoncer qu'on va supprimer ça ? Or, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, quand on défend cette mesure, qu'on est du côté des riches ? On parlait du RSA à l'instant. Non, enfin, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est du côté des riches ? Mais dans le même temps, évidemment qu'il faut réformer l'ISF pour pas désespérer un certain nombre de Français qui quittent le territoire. C'est justement ce que je dis dans mon livre. Il faut s'occuper de tous les Français. Parce que la France, elle est faite... Vous dites aussi... elle est faite de gens qui souffrent. Il y a quelques pages sur les titres auxquels on a échappé et vous dites que vous préférez le mieux-être au bien-être, au fameux care de Martine Aubry. Parce que le mieux-être que je défends,
il y a l'idée de la progression. Alors que dans le bien-être, qui est défendu par le Parti socialiste, on voit bien d'ailleurs, les 35 heures, c'était pas autre chose que ça. Il y a l'idée qu'on est statique. Il faut travailler moins, partager les choses, et on n'avance plus. On ne crée plus, on ne tire plus la France vers le haut, la croissance. Or, ma volonté, évidemment, elle est d'être non pas du côté du bien-être, qui est statique, elle est d'être du côté du mieux-être. Chacun, pauvre ou riche, a le droit d'évoluer dans la vie, de faire progresser sa famille. Alors, quelques mots, Monsieur le ministre, sur l'international. Alain Juppé au Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères déclare qu'il faut prendre l'acte de réconciliation Fatah-Hamas comme une chance plutôt qu'un danger. Est-ce que c'est vrai? Je sais que c'est pas votre domaine de spécialisation, mais tout de même, est-ce que c'est vraiment une chance que de voir un accord avec des islamistes qui considèrent que l'élimination de Ben Laden par les Américains est une erreur? Alors, là encore, je pense qu'il faut... vous savez, moi j'ai été à 2 reprises en Israël, à Jérusalem. J'ai été moi-même en Palestine aussi. Je me souviens encore avec beaucoup d'émotion de ce moment où j'étais aux côtés de ce peuple israélien qui a tellement souffert, qui rêve de la liberté, parce que quand on est en guerre ou qu'on a peur d'une menace permanente, on ne peut pas appeler ça la liberté, même si c'est une des rares démocraties. On a peur. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient peur. Et donc, il y a cette aspiration du peuple israélien pour la paix. Et ce qu'a voulu dire, je crois, Alain Juppé, c'est que tout ce qui peut aller dans le sens de la paix est positif pour la région et pour le monde entier. Après, évidemment... Il a dit aussi qu'il ne fallait pas se bunkériser, c'est son expression. Non mais, évidemment qu'ensuite... un des sujets qui est un des sujets majeurs, c'est ce rapprochement. Qu'est-ce qui va devenir? Et c'est aujourd'hui la préoccupation de chacun. Mais qu'il y ait une chance à un moment de voir des hommes et des femmes se rapprocher pour qu'ensuite on puisse avancer là où tout le monde veut aller, au fond. Même si on sait que c'est difficile, c'est-à-dire vers la paix. Bien sûr que c'est une chance. Ensuite, le vrai sujet, c'est de savoir si cette chance va prospérer, si on va y arriver, ou si au contraire, on a devant nous des difficultés, parce que vous avez parlé de menaces. Moi, je n'oublie pas que Israël vit dans la menace. Nadège Pujaga. Sous la menace. L'expression est mieux choisie. Sous la menace. D'où les inquiétudes actuelles des positions prises par la France, justement, qui parlent, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous parliez de bunkérisation. Enfin, c'est le Premier ministre israélien, le Premier ministre israélien qui a critiqué le chef de la diplomatie française pour avoir employé ce terme de bunkérisation, justement. Écoutez, moi, un terme terrible. La seule chose qui compte, me semble-t-il, pour demain, c'est que, et je crois qu'il n'y a pas de doute sur le fait que la France est l'ami d'Israël. Chacun le sait. Le président de la République l'a démontré combien de fois. Il a même parfois été très critiqué pour cela. Mais il y a un moment où chacun doit essayer d'aller avec bonne volonté vers la paix. Moi, j'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de réagir. On m'a parfois reproché, d'ailleurs. Mais c'est que souvenez-vous, par exemple, l'épisode de la flottille de Gaza. On m'a reproché de dire les choses. On m'a reproché de constater qu'il y avait évidemment une part de provocation dans ce qui était fait à l'encontre d'Israël. Et que, bien sûr, il y a eu une surréaction. Tout le monde l'a dit. Mais en même temps, il y a eu cette part de provocation. Et vous ne pouvez pas empêcher qu'à un moment, et y compris beaucoup d'Israéliens, et y compris
beaucoup de membres de la communauté juive dans notre pays avec qui je discute chaque jour ont cet espoir que ce qui est en train de naître puisse déboucher sur quelque chose de positif. Justement, oui. Bien sûr, on espère tous que ça puisse déboucher sur quelque chose de positif. Mais en même temps, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et justement, à ce propos, puisque vous êtes aussi ministre du Tourisme, est-ce que vous conseilleriez aux Français d'aller en vacances en Tunisie et en Égypte ? Bien sûr. Vous savez, en Tunisie, j'y ai été rencontrer mon homologue tunisien. Je l'ai reçu à plusieurs reprises dans notre pays. Je serai le 10 juin en Tunisie, parce qu'on va organiser un séminaire sur l'artisanat. J'ai envoyé avec Nadine Morano une mission là-bas sur la question de la formation de nos amis tunisiens, parce que le ministre tunisien, comme moi-même, nous pensons que la meilleure réponse à Lampedusa, c'est que les Tunisiens trouvent du travail en Tunisie. Oui, mais pour le tourisme, parce que ça peut les aider peut-être à redécoller. Mais justement, pour ça, il faut aller en vacances chez eux. Vous le conseillez aux Français, parce qu'il y a aussi des incertitudes. On ne sait pas comment ça peut tourner, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure. Non, vous savez, moi j'ai été en Tunisie, de même que j'irai au Maroc. J'ai été en Tunisie, j'irai au Maroc. Il y a au contraire, dans ces pays, sur toute la côte, il n'y a aucun problème de sécurité en Tunisie. Dernière question, il nous reste une minute. Deux Oui. 2 minutes. Il nous reste 2 minutes, allez-y. Je me dépêche. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, monsieur le ministre, au gouvernement. Vous êtes le plus titré, puisque vous êtes en charge des PME, de l'artisanat, du tourisme, comme on vient de le dire, des services, de la consommation, etc. Alors moi, je voudrais bien savoir quelque chose. Comment avez-vous trouvé le temps d'écrire un pavé de 500 pages ? Eh bien, il se trouve que ce pavé de 500 pages, mais... C'est le ministère qui a l'intitulé le plus long du gouvernement. Mais il se trouve que ce livre, j'ai fini de l'écrire il y a 1 an à peu près maintenant. J'ai commencé à l'écrire... En place ? Non, j'ai commencé à l'écrire à l'été 2009, à un moment où dans ma vie, j'ai eu quelques obstacles politiques, puisque j'ai dû quitter le Parlement, et je me suis retrouvé avec ce qui est sans doute le plus rare. Vous étiez porte-parole de l'UMP, ce que vous demandez également. Porte-parole de l'UMP. Prenez beaucoup de temps. Oui, mais en même temps, avant d'être porte-parole, uniquement porte-parole de l'UMP, j'étais porte-parole de l'UMP et parlementaire, je travaillais beaucoup, je réformais le pays. Et vous avez quand même trouvé le temps d'écrire ça. Mais justement, ça m'a donné du temps. Et j'ai écrit avec bonheur ce livre que je partage avec beaucoup de Français. C'est un bonheur aussi d'avoir le retour des lecteurs. Le mieux est l'ami du bien, c'est le titre de votre livre. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, je vais prendre mon souffle, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Merci d'avoir été... Poumon de la France et la vie quotidienne des Français. C'est effectivement ce qui est au centre, en tout cas, de votre livre. Merci d'avoir été l'invité du grand entretien ce matin.